Waterloo, Waterloo, morne plaine. Pourquoi de toutes les batailles que Napoléon a livrées, la plus célèbre est celle qu'il a perdue, Waterloo. Ici, Napoléon a rendez-vous avec son destin. Ici s'achève le rêve tricolore, à 2 pas de Jemmapes et de Fleurus, là où il a commencé, 20 ans plus tôt. Que d'héroïsme, que de sang gaspillé, à Hougoumont, à la Haie-Sainte, à la Belle Alliance, à Plancenoit. Tous les historiens, tous les stratèges sont d'accord. Waterloo aurait pu être une victoire. Alors pourquoi? Pourquoi les derniers soldats de la Grande Armée, qui avaient conquis l'Europe, se battaient-ils ce jour-là avec le désespoir au cœur? Pourquoi l'empereur n'était-il plus le maître de la foudre? Le désastre, Napoléon le portait en lui, comme un héros de tragédie. Un engrenage fatal l'a conduit ici, où la fortune l'abandonne. C'est la loi. Car c'est bien d'une tragédie en 3 actes qu'il s'agit. Elle a duré 23 ans et a commencé le 21 janvier 1793, place de la Concorde. Le jour où le bourreau a brandi la tête de Louis XVI comme pour marquer la fin d'un monde, dont nous parle le paysan philosophe Gustave Thibon. Danton a dit qu'il faut jeter en défi à l'Europe une tête de roi, et en jetant ce défi à l'Europe, on mettait en question tout ce qui avait été en quelque sorte le sol nourricier de l'homme d'autrefois, ce qui avait été ses raisons de vivre. Bon. Et comme à la naissance de toute nouvelle religion, il s'est produit une mystique, il s'est produit une fièvre, un élan, un goût, une tendance à l'apostolat, c'est tout naturel dans n'importe quelle religion. Et tout cela a été recouvert du mot de patriotisme. Il est à noter que le mot de patriotisme date de la Révolution française. Seulement, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans cette défense effrénée de la patrie, ce n'est pas de la patrie qu'il était question, de la vraie patrie, de la terre des pères. Eh bien, le mot patrie signifiait simplement le support d'une idéologie, l'idéologie révolutionnaire, qui est en quelque sorte la religion de l'homme, l'adoration de l'homme pour lui-même. N'empêche, toute la France s'enthousiasme pour cette religion, qui lui promet un monde nouveau, où tous les hommes seront libres, égaux et fraternels. Et le peuple se met en marche. Un peuple bon enfant, levé pour la première fois en masse et qui part en chantant pour une nouvelle croisade, celle de la liberté. Ils y croyaient, les soldats de l'an 2, qui, selon une jolie formule, déclaraient la guerre au roi et la paix au peuple. Cette France révolutionnaire inquiète la vieille Europe des monarchies, qui se ligue contre elle et forme la première coalition. Mais la République victorieuse conquiert les frontières naturelles, le Rhin, les Alpes. Alors toute l'Europe se coalise contre elle. La tragédie est nouée. La lutte à mort commence entre le vieux monde et le nouveau. Un pays va en être l'âme et n'aura de cesse qu'il ait brisé l'élan de cette vague irrésistible. L'Angleterre. L'Angleterre, la rivale héréditaire. Elle n'était pas hostile à la Révolution à ses débuts, mais voilà qu'elle se sent menacée dans ses intérêts vitaux, comme l'explique John Keegan, professeur à l'école militaire de Sandhurst. La politique extérieure de l'Angleterre à la fin excès de la Révolution française ne voulait pas se battre pour restaurer les Bourbons au trône de France. Mais quand même, c'était une politique des intérêts nationaux. Et premier d'entre ces intérêts était la sécurité de ses routes maritimes et son monopole du commerce dans les mers du Nord. Surtout, elle ne voulait pas que la Belgique soit entre les mains de la France.
La Belgique, avec ses fleuves, ses estuaires, ses ports, a été décrit dans une phrase traditionnelle comme un pistolet braqué contre le cœur d'Angleterre. Jamais les Anglais n'accepteraient l'annexion de la Belgique. Aussi la France va-t-elle rencontrer l'Angleterre sur sa route pendant 20 ans, comme en témoignent les drapeaux pendus au mur du réfectoire de l'hôpital royal de Chelsea, les Invalides britanniques. Les drapeaux pris aux armées de la Révolution, à celles de l'Empire, et finalement à Waterloo. La France jacobine, elle, a fini par se donner à un homme. Il s'appelle Bonaparte, il a 29 ans et il incarne la révolution bottée. Mais au fil des victoires, il va devenir Napoléon. Et la France, grisée par ses triomphes, ne s'apercevra pas que le fils de la Révolution est devenu l'empereur. Et elle va le suivre aveuglément, sans se demander où il l'amène. On a suivi Napoléon, on l'a suivi de bon cœur très longtemps, car jamais un homme ne fait de grandes choses sans le consentement tacite de la majorité du peuple. Il a enivré les Français, Victor Hugo le dit très bien, que cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. Oui, l'histoire a été ivre de lui-même, mais on a assisté, je crois là, à un phénomène tragique qui est la divinisation, la sacralisation de la guerre, de l'épopée napoléonienne. Les guerres d'autrefois pouvaient être des guerres atroces, mais c'était tout de même relativement des guerres utilitaires. On s'enrichissait plus ou moins en faisant la guerre. C'était des guerres sous l'Ancien Régime en particulier, où on respectait certaines règles du jeu. Et ce qui est tragique dans l'Empire, c'est qu'on a inauguré la guerre totale. D'abord par la conscription obligatoire. Jusque-là, la guerre était faite par des mercenaires. Les roturiers avaient au moins le privilège de ne pas se faire tuer, n'est-ce pas? C'était réservé aux nobles. Il y avait ensuite les mercenaires. Tandis que là, il y a eu la conscription obligatoire. Le peuple roi, la guerre étant affaire royale, eh bien, le peuple roi est devenu soldat, automatiquement. Goethe a été très surpris à Valmy, eh bien, quand il a vu déferler ces soldats qui n'avaient pas de pain, ces soldats qui n'avaient pas de souliers et qui, mus par une idée, se ruaient à l'assaut. Ils étaient partis en chantant la Marseillaise pour défendre la liberté. Et maintenant, ils sont condamnés à conquérir l'Europe. Comment résister à un général invincible qui vous conduit de victoire en victoire? Austerlitz, Wagram, Iéna, Eylau. La fournaise dévore les bataillons. Mais chaque année, la conscription fournit son nouveau contingent de chair à canon. Qu'importe, la France est le pays le plus peuplé d'Europe. La République a créé l'impôt du sang. Napoléon le dépense sans compter. Il grognait, mais il marchait quand même, ivre de gloire, envoûté par le petit tondu. Parvenu au fait de sa puissance, Napoléon sait bien que seule la paix pourrait consolider son empire. Mais l'Europe la lui refuse toujours. Il est condamné à la guerre. Est-ce pour cela qu'il a interdit que sa statue soit érigée sur le char triomphal de l'arc du Carrousel? Elle se dresse aujourd'hui à l'endroit qui symbolisait pour lui cette paix qu'il poursuivait sans cesse et qui toujours fuyait devant lui. La Malmaison, la maison des jours heureux, où revenant de ses campagnes, il pouvait enfin retirer ses bottes et se donner l'illusion du bonheur dans les bras de la belle Joséphine, et rêver du temps de sa jeunesse, où tout paraissait si simple devant le cèdre planté après la victoire de Marengo. Mais lui non plus ne pouvait plus s'arrêter, dévoré qu'il était par son feu intérieur, affirme l'écrivain Jean Massin. L'ambition napoléonienne, je dirais plutôt que c'est un appétit. L'appétit de l'ogre de Corse, parfaitement, car on peut le rapprocher de cet autre ogre, le Don Juan
dont Mozart célèbre le barbaro appetito. Ce n'est pas un plan prémédité chez lui, c'est tout simplement que lorsqu'une proie s'offre sans défense, il faut qu'il la saisisse. C'est plus fort que lui. C'est comme l'air du catalogue de Don Juan. Il faut qu'il s'empare de tout ce qui se laisse saisir. Et en même temps, il n'y a pas que le catalogue, il y a le commandeur. Il y a ce défi continuel au commandeur que Don Juan pourrait très bien ne pas lancer et qu'il ne peut pas s'empêcher de lancer constamment. Le commandeur, qui c'est pour Napoléon? C'est l'Ancien Régime. C'est le passé. Et là aussi, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il attaque l'Ancien Régime sous toutes ses formes. Les Bourbons à Naples, en Espagne. Les monarchies absolues à Vienne, à Moscou. Il faut qu'il attaque le pape à Rome. Il ne peut pas s'en retenir. Mais un jour, cette multiplicité des commandeurs qu'il a tués et qui ressuscitent sans cesse, comme le passé, se ligue contre lui. Et il se retrouve seul devant la totalité de ses défis. Et alors vient l'heure du commandeur. C'est d'abord l'Espagne, où un peuple refuse de s'incliner. Le premier échec. Et c'est l'engrenage, guérilla, représailles, guérilla. Le conflit le plus affreux et le plus sanglant. C'est là que les soldats de la liberté commencent à perdre leurs illusions. Eux qui ont d'abord été accueillis en libérateurs à travers toute l'Europe, ils sont maintenant l'instrument de l'ambition d'un homme. Sans s'en douter, ils sont devenus une armée d'occupation. Ils s'en apercevront en Prusse. En Prusse, où après la victoire d'Iéna, l'empereur impose aux vaincus une paix qui est un diktat, comme le raconte le professeur Karl Hammer. Le pays s'est cru humilié, l'orgueil national atteint. Après, le pays appauvri et épuisé s'est remis lentement et par intermédiaire des réformes des structures sociales de l'État et de son armée et naturellement se déroulant sous l'œil malveillant de l'occupant. Napoléon a exigé à plusieurs reprises le limogeage de différentes personnalités militaires ou civiles non désirées par lui. Il n'y a pas de résistance proprement dite. Il y a plutôt une résistance passive, non agressive, mais il y a quelques putschs, des soulèvements locaux, vite supprimés, plutôt en Allemagne du Nord qu'en Prusse même. Au Tyrol du Sud, un petit aubergiste, Andreas Hofer, se dresse contre l'ordre napoléonien et avec l'aide des prêtres soulève le peuple au nom du trône et de l'autel. Il sera fusillé par les soldats français. Pour imposer sa paix, Napoléon ne cesse de faire la guerre. Il poursuit un mirage qui l'entraîne de plus en plus loin, toujours plus loin, jusqu'à Moscou. Une fois de plus, c'est d'abord la victoire, les défilés triomphants, et puis soudain, la tragédie, l'incendie, le pillage, le désordre. Dans les flammes de Moscou, Napoléon rencontre à nouveau la statue du commandeur, la Sainte Russie. Fini le rêve, il faut rentrer. La grande armée a été engloutie par l'hiver russe. En la perdant, il a tout perdu. À Leipzig, c'est la Sainte Alliance contre l'héritier de la Révolution, le parvenu, le voleur de trône. Pendant la campagne de France, la plus brillante, il aura beau gagner toutes les batailles, il a déjà perdu la guerre. Et voyez-vous, il a fini parce que quand dans un pays il n'y a plus de légitimité, quand il n'y a plus de lien vivant entre les hommes, quand il n'y a plus de communauté naturelle, eh bien tout relève de la force. Or, Napoléon a été l'homme de la force. Il a été l'homme des conquêtes.
Il n'a pas tellement pensé à digérer ses conquêtes. Il en faisait de plus en plus avec la même démesure. Et le poète dit très bien, quand il dit « il neigeait », on était vaincu par ses conquêtes. On est toujours vaincu par les conquêtes inassimilées, car les pays ne se sont pas soumis. Et finalement, il a eu le monde contre lui, et c'était tout à fait naturel. Ne croyant qu'en la force ne peut pas tout. La force ne peut pas tout. Et même la force de Napoléon n'aurait rien pu s'il n'y avait pas eu en France le consentement des Français, dont je parlais précisément tout à l'heure. Mais pour l'Europe, il n'y avait pas de consentement du tout. Et au fond, voyez-vous, ce qui illustre le mieux ma pensée, c'est une réflexion de Talleyrand. C'était au moment où Napoléon s'occupait des affaires d'Espagne, où son frère Joseph, un incapable d'ailleurs, était roi d'Espagne. Comme vous le savez, les affaires marchaient très mal, les Espagnols se révoltaient. Alors un jour, discutant de la question avec Talleyrand, Napoléon dit à son ministre, si j'envoie 30 000 baïonnettes de plus en Espagne, le trône de mon frère sera raffermi. C'était l'illusion de la force, précisément. À quoi Talleyrand a répondu, sire, un trône, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Abandonné de tous, il abdique à Fontainebleau. La parenthèse héroïque est fermée et tout rentre dans l'ordre ancien, comme le raconte le baron Jean Thierry. Quand Napoléon quitta Fontainebleau, après les adieux faits dans une cour où nous nous trouvons, Louis XVIII était déjà remonté sur le trône, considérant que rien ne s'était passé et qu'il reprenait simplement possession du trône qui lui était dû, le trône de ses pères. Il promulgua la charte et il avait l'intention d'avoir un règne qui était un règne libéral. Malheureusement, la France, qui avait été gâtée par Napoléon Bonaparte, qui avait moissonné la gloire sur tous les champs de bataille de l'Europe, regretta cette période si glorieuse. Elle gémissait d'être occupée par les armées étrangères. Elle considérait que le roi était revenu dans les fourgons de l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle le règne de Louis XVIII débutait, dans le fond, d'une façon assez fâcheuse. On a laissé à Napoléon un petit royaume d'opérette, l'île d'Elbe, et quelques soldats. Quelle imprudence! Pourtant, au début, il semble résigné et déclare qu'après avoir porté le monde sur ses épaules, il va se reposer. Pour que ces vacances, il puisse les prendre, il faudrait du moins que tout ne se ligue pas contre lui. D'abord son tempérament, ce monstre d'activité débordante qu'il est, et qui est quand même un peu à l'étroit dans les jardins de l'île d'Elbe. Et puis, beaucoup plus grave, sa femme, son fils, qu'on refuse de lui rendre. Cette rente que le gouvernement lui a promise et qu'on ne lui paye pas. Et s'il n'a pas d'argent, avec quoi pourra-t-il garder les quelques soldats qui lui restent? Or, il sait que les gouvernements stipendient des hommes pour l'assassiner. Comment se défendra-t-il? Ce qu'il sait encore, ce qu'il sait surtout, c'est que le peuple français supporte d'une manière de plus en plus pénible la Restauration et le retour de l'Ancien Régime effectué avec autant de maladresse que de brutalité. Il ne peut pas rester insensible à la voix de ces grognards, à la voix de la majorité du peuple français. Et puis, Napoléon est ainsi fait. Lorsque quelque chose lui semble vermoulu, il ne peut pas se retenir de taper dessus pour que ça s'écroule. Et la monarchie bourbonienne, après quelques mois, est déjà tellement vermoulue. Alors, pour l'honneur de la Révolution, la dernière aventure de Don Juan, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas forcer le destin une dernière fois? Il s'évade de l'île d'Elbe, à bord du brick l'Inconstant, et c'est le 3e acte de la tragédie, qui va durer 100 jours. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars, seul, sans argent, sans armée, entouré d'une poignée de fidèles. Que vient-il offrir à la France? Rien et tout, la grande illusion de la gloire. Il marche sur Paris, les cloches sonnent, le peuple l'acclame, les troupes envoyées à sa rencontre se rallient à lui. La France occupée, humiliée, se croit rajeunie de 20 ans.
Elle rechante la Marseillaise et sort des greniers le drapeau tricolore, celui de la Révolution et de l'Empire, qui flotte à nouveau jusque sur les tours de Notre-Dame. Comme un fantôme du passé, le roi Louis XVIII s'enfuit en Belgique dans la nuit du 20 au 21 mars. C'est le dimanche des Rameaux. Pour lui, commence une longue semaine sainte. Le même soir, Napoléon arrive aux Tuileries. Quel régime va-t-il instaurer? Et quand Napoléon fut revenu à Paris et que l'aigle impérial est volé de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, il avait le choix entre plusieurs politiques. La première, celle qui venait le plus naturellement à l'esprit, consistait à reprendre, par réaction contre le royalisme, une politique révolutionnaire. La deuxième consistait à prendre une politique plus libérale. C'est celle que choisit Napoléon. Il voulut donner à la France des institutions libérales, se rapprocha de Benjamin Constant et ce fut l'Assemblée du Champ de Mai. Lafayette et Carnot sont là. C'est comme si Napoléon voulait tout effacer et tout recommencer. Mais on ne refait pas l'histoire, même pas lui. Il est de nouveau condamné à la guerre, comme l'explique le professeur François Crouzet. La coalition, dont les partenaires s'étaient divisés lors du fameux congrès de Vienne, s'est ressoudée immédiatement. Ces chefs se trouvaient d'ailleurs réunis à Vienne, et avant de se séparer, ils ont mis Napoléon au banc de l'Europe et repoussé toutes ses ouvertures. Il y a alors une exaspération générale contre Napoléon, ce trublion invétéré, ce grand perturbateur de la paix de l'Europe, comme l'on disait. Branle-bas de combat. Napoléon se porte à la frontière belge à la tête d'une armée reconstituée en hâte, car 1 million d'hommes marchent sur la France. Il n'a pas osé rétablir la conscription. Tous ces soldats sont des anciens, restés sous les drapeaux, ou des demi-soldes, accourus à la nouvelle de son retour. Ils savent que cette fois, Napoléon joue sa dernière chance, et eux avec lui. Aussi ont-ils une féroce fureur de vaincre, mais en même temps, une sourde angoisse au cœur. C'est une armée redoutable, mais son moral est fragile. Il a aussi reformé la garde impériale, l'élite de l'élite, 18 000 vétérans, comme ces grenadiers du 1er régiment de la vieille garde, que présente le colonel Jean Tranier. Engagé à 16 ans, j'ai fait la campagne d'Italie, d'Égypte, présent à Marengo, à Austerlitz, blessé à Iéna, caporal après Friedland, décoré à Wagram. J'ai défilé à Moscou, Vienne. En quelques mots, ce grenadier à pied de la vieille garde vient de nous expliquer pourquoi il y a une connivence entre lui et l'empereur. Ils se suivent depuis le début. Ça fait depuis l'Italie jusqu'à maintenant, ils ont toujours été ensemble. Il y a entre eux des liens très particuliers. Pour l'empereur, c'est sa garde, c'est sa sécurité. C'est ce qu'il va garder dans sa main pour terminer une bataille, pour enfoncer définitivement l'ennemi. Sa garde, il la veut belle, il la veut bien habillée. Au combat, elle est l'arme au pied, elle attend en grande tenue le moment où elle entrera dans la bataille, ce qu'elle n'a pratiquement jamais fait avant les mauvais souvenirs de la campagne de Russie, avant cette campagne de France qui a été très belle, mais qui s'est terminée par une trahison. Et ça, la garde, elle l'a sur le cœur, si on me permet cette expression. Et maintenant, on leur donne l'occasion de venger cette trahison. Et ils sont venus, et ce coup-là, ils ne sont pas prêts de lâcher leur empereur. Ils savent qu'ils sont avec lui, ils savent qu'ils auront la victoire. Et nous voilà au soir du 14 juin, au château de Beaumont, à la frontière belge. Napoléon s'est assoupi devant les cartes. Serait-il physiquement diminué? En juin 1815, Napoléon a 45 ans et 10 mois. C'est la première chose à en dire. C'est un homme dans la force de l'âge. Il a quelques ennuis de santé, c'est vrai. Il a des douleurs d'estomac de temps à autre. Il a un peu de cystite.
mais il n'y a rien qui ébranle profondément un tempérament robuste. C'est un homme dans la force de sa vigueur et c'est un homme dans la force de son génie. Celui qui vient de reconquérir son empire en 20 jours sans tirer un coup de fusil, celui qui vient en quelques semaines de reconstituer une armée, et quelle armée, n'a rien perdu de sa vigueur intellectuelle, de son activité et de ses pouvoirs d'organisateur et d'entraîneur d'hommes. Pourtant, il est une chose qui apparaît chez lui, une sensibilité plus grande, une émotivité décuplée. Carnot le verra, quelques jours avant de quitter Paris, pleurer en tenant entre ses mains le portrait de son petit garçon. Et lorsqu'il apprendra le suicide de Berthier, il s'évanouira d'émotion. Il ne l'aurait pas fait au temps du consulat, bien qu'il ait toujours été sensible. Si sa sensibilité est décuplée à cette date, c'est sans doute qu'il se sent moins sûr de lui, non point de son génie, mais du terrain, du sol sous ses pieds. Oui, pour la première fois, il hésite. Il reste de longs moments prostré, il retarde ses décisions. Que se passe-t-il? Ne croit-il plus en son étoile? N'ose-t-il plus affronter le destin en ce matin du 15 juin? Nous sommes à Beaumont, ici. L'armée française, concentrée autour du château, est en bleu sur la carte. 110 000 hommes, à peu près. En face, les Prussiens, en vert. Ils sont encore dans leur cantonnement, sous les ordres de Blücher. 115 000 hommes, à peu près. À gauche, sous les ordres de Wellington, les Anglo-Hollandais. 80 000 hommes. Oui, cette fois, les Anglais sont là, eux aussi. Les Anglais que Napoléon n'a jamais rencontrés sur le champ de bataille, depuis Toulon, depuis 30 ans. Les Anglais qui ont battu ces maréchaux en Espagne et au Portugal. Ils sont là avec une petite armée de métiers qui bourlingue depuis 20 ans aux quatre coins du globe pour assurer à l'Angleterre la maîtrise des mers et du vaste monde. C'était une armée tout à fait différente de l'armée française. C'était une armée, si vous voulez, encore dynastique. Les officiers, c'était de la classe propriétaire qui, même encore, achetait leurs grades. Les soldats, par contraire, étaient des classes basses, les plus basses de la société. Des soldats engagés volontaires, mais engagés volontaires à cause du chômage ou même de faim. En faire une armée de tel matériel était une chose très difficile. Et c'est un des grands succès de Wellington d'avoir en fait. Il l'a en fait par des méthodes très strictes, sévères. Il a discipliné son armée avec le fameux chat à 9 queues. Il a même pendu les voleurs de l'armée en Espagne. C'était un homme humain, mais un homme qui voulait surtout être commandeur de son armée. Parce que sans une armée disciplinée, il se rendait compte qu'il n'achèverait jamais à battre Napoléon. Cette armée de tireurs exceptionnels, Wellington l'a formée pendant 7 ans dans la péninsule ibérique. Ce petit gentilhomme d'origine irlandaise, prudent mais tenace, est devenu ainsi sa grâce, le duc de Wellington, surnommé le duc de fer. Il a exactement le même âge que Napoléon. Au matin du 15, les estafettes prussiennes courent annoncer aux Anglais que Napoléon a franchi la frontière, où se trouvent les avant-postes de leur premier corps. L'armée prussienne entrée en guerre était composée énormément de volontaires. Parmi eux, il y a beaucoup de jeunes. Animés d'un esprit de combat extraordinaire, on peut presque dire d'un esprit de vengeance. Ce Hulan noir, par exemple, est un ancien partisan. Il appartient au corps franc du colonel comte von Lützow. Les chefs de l'armée prussienne de l'époque
c'était le vieux maréchal Blücher qui s'est bien distingué déjà dans la campagne en France et en Allemagne en 1813-1814. Il était âgé de 74 ans. Il a eu une très grande animosité contre les Français, mais il fut très populaire dans le pays et aussi par sa troupe, parce qu'il savait bien s'adresser même aux derniers petits pauvres soldats. Un vieux soldat, ce Blücher, un ancien hussard, souvent battu par Napoléon, mais jamais découragé. Sa tactique, en avant, taper dans le tas. Aussi l'a-t-on surnommé le maréchal Vorwärts, le maréchal en avant. Halte là qui vive. Talavera. Victoré. Wo ist der Weg zum Schloss? Ah, je ne comprends pas cette langue-là, moi je suis belge. Avec l'armée anglaise, les Belges et les Hollandais appartiennent à l'armée dite des Pays-Bas, comme l'explique l'historien Jacques Logy. À la fin du régime impérial, l'opinion en Belgique était hostile à Napoléon. En effet, la conscription, les droits réunis et les difficultés religieuses rencontrées avec Pie VII avaient aliéné l'esprit public. Quand les Alliés rentrèrent en Belgique et quand le prince Bernard de Saxe-Weimar lança une proclamation invitant les Belges à prendre leur indépendance, un vent d'espoir parcourut le pays, mais les puissances décidèrent autrement du sort de nos provinces qui furent rattachées au royaume des Pays-Bas de manière à créer une barrière pour l'expansion française. Et l'opinion publique n'accepta pas tellement volontiers cette situation, car très imprégnée de sentiments religieux, elle appréhendait que le roi protestant ne persécutât le culte. Ce qui veut dire que la nouvelle de l'invasion française fut plutôt favorablement accueillie dans ces régions. Au surplus, il y aura des Belges dans les deux camps. Il y aura des Belges dans l'armée hollandaise, assez peu motivés, ce qui va expliquer leur comportement parfois critiqué et certainement contestable au cours de la campagne. Et il y aura pas mal de Belges qui sont restés au service français et qui vont servir dans la Grande Armée. La Belgique est de nouveau l'enjeu, comme en 1792. Ici encore, on dirait que Napoléon essaie de recommencer l'histoire. Il se présente non en conquérant, mais en libérateur. L'idée de manœuvre de Napoléon, c'est de battre d'abord les Prussiens, ensuite les Anglo-Hollandais, et de s'ouvrir ainsi la route de Bruxelles, de prendre une capitale. Au début de l'après-midi du 15, Napoléon entre dans Charleroi par surprise, mais il s'attarde devant le cabaret Bellevue, follement acclamé par ses troupes. Dans la soirée, les renforts britanniques commencent à quitter Bruxelles pour marcher vers le sud. Nous sommes le 16. La veille, les troupes françaises ont pris Charleroi, débordé la Sambre sur 5 km. L'armée prussienne a été accrochée, mais elle n'a pas été détruite. L'ordre pour la journée va consister à essayer de l'anéantir. À droite, Grouchy. À gauche, Ney. Son axe de marche, c'est Bruxelles, en passant par les 4 bras. Celui de Grouchy aussi, direction Bruxelles, mais en passant par Wavre. Napoléon se tient, lui, avec sa garde, prêt à porter aide, soit à sa droite, soit à sa gauche. À gauche, sur la route de Bruxelles, Ney et ses 20 000 hommes se heurtent aux Anglais au carrefour de 4 bras. Combat sanglant et incertain où meurt le duc de Brunswick. Mais la principale bataille de la journée du 16, que Napoléon contemple du haut du moulin de Fleurus, se déroule sur la droite, contre l'armée prussienne. Tout de suite, il se rend compte que l'armée prussienne, qui a fait mouvement la veille, se trouve autour de Ligny. Le PC de Blücher est à son bref. C'est elle qu'il va chercher à détruire. Il se porte donc, lui avec sa garde, et il commande en chef la droite de l'armée française. Voyant, sur le soir, que Ney n'a pas pu déboucher, il se décide à donner sa garde.
Cette garde qui va partir au son des tambours, au son de la musique, et qui va rentrer dans Ligny, qui va achever la victoire. C'est la dernière victoire française, mais c'est une victoire. Combat furieux entre soldats qui se hurlent leur haine. Blücher, constamment sur la brèche, est renversé par une charge de cuirassiers et manque tomber aux mains des Français. À la nuit, Gneisenau, son chef d'état-major, donne l'ordre de la retraite. Les Prussiens ont perdu 20 000 hommes. Nous sommes le 17 au matin. Pour Napoléon, ça va être la journée des dupes. Certes, il a battu les Prussiens hier à Ligny. Il les a battus, mais il les a pas détruits. Il a sous-estimé le maréchal Forwärts. Il le croit en retraite, en fuite, alors qu'en réalité, il se replie en bon ordre, du côté de Wavre. Il a confiance, il se voit vainqueur, il se voit rentrant à Bruxelles. Mais ce qu'il ignore encore, c'est qu'entre lui et Bruxelles, il va y avoir Waterloo. Waterloo, que présente M. François de Sasse du musée de l'armée de Bruxelles. Nous voici devant ce célèbre champ de bataille de Waterloo, où la victoire, cette garce, n'a plus daigné sourire à Napoléon. Il n'était plus un jeune homme. Ce champ de bataille est caractérisé par une ligne directrice qui est la route de Charleroi à Bruxelles, les Français venant des quatre bras par le sud, les Anglais étant venus par le nord, venant de Bruxelles. Les deux armées ont passé la nuit ici, sous la pluie, à 16 km au sud de Bruxelles. Le 18 au matin, 150 000 hommes sont face à face, sur un front de 3,5 km, et Napoléon vient reconnaître les lieux. Il s'est posté à peu près ici, à l'endroit où nous sommes. Vous voyez, ce N-là. Il voit ce que nous voyons. C'est-à-dire que finalement, il ne voit pas grand-chose. Et les troupes arrivent lentement, avec beaucoup de difficultés, car le temps est mauvais. Il pleut, la terre est détrempée. L'armée de Napoléon se met lentement en place, en venant comme ceci. Il faut quand même voir à peu près ce que représente ce terrain qu'il voit. Sur la gauche, Hougoumont, la ferme d'Hougoumont, qui va devenir un des hauts lieux de la bataille et qui est juste derrière la crête que nous voyons ici. Hougoumont, c'est un nom qu'il faudra retenir car on en reviendra souvent dans la bataille. Ce tertre, qui n'existait pas et qui représente simplement l'endroit où le prince d'Orange a été blessé, est finalement le centre de tous les assauts français. Et c'est là, pour monter sur ce plateau, que l'on distingue à peine, sur ce plateau où d'ailleurs est toute l'armée anglaise, c'est pour monter sur ce plateau, se briseront là, à cet endroit du tertre. À droite du tertre, un arbre en pinceau. Cet arbre en pinceau remplace un arbre qui a disparu, qui était le fameux orme sous lequel Wellington donnait ses commandements. L'orme a été découpé, il a été distribué et il traîne dans beaucoup de chaumières anglaises sous formes différentes comme souvenir. Un peu sur la droite, un autre nom très important dans Waterloo, la Haie-Sainte. Cette ferme de la Haie-Sainte sera aussi l'enjeu de combats terribles, sera un moment aux mains des Français. Ils la perdront. C'est un autre point fort de Wellington. Plus loin derrière, et on ne le distingue pas du tout à cause de la crête, la ferme de Papelotte, le troisième point. Vers nous, c'est la Belle Alliance. C'est un cabaret qui deviendra célèbre, puisque c'est dans ce cabaret que Napoléon aura son observatoire, et c'est là que le soir de la bataille se réuniront le duc de Fer, Wellington, et le maréchal Forwärts, Blücher, et qui se serreront la main. Devant nous, la garde. Vous voyez ce bosquet là que l'on voit. L'empereur est sûr de lui. On est au matin du 18 juin et il ne sait pas que Blücher arrive sur sa droite. Il ne sait pas que Grouchy a été trompé, que Grouchy est juste devant un rideau de Prussiens, mais que toute l'armée qu'il croyait avoir battue à Ligny est en réalité venue rejoindre le duc de Fer. Que c'est maintenant qu'on va s'expliquer. Il a encore le moral le 18 au matin. Il l'aura longtemps, plus longtemps qu'on ne le croit. Il pense qu'en face de lui, il a cette armée anglaise qui est une armée, pour lui, une armée pas très importante, un chef moyen. Il ne le connaît pas. Il ne s'est jamais battu directement avec lui. 11 heures du matin, Wellington attend de pied ferme.
il a fortifié 3 points d'appui en avant de sa ligne pour briser la vague française. C'est ici, à Hougoumont, que Wellington a jugé qu'un des grands cris de la bataille se déclencherait. Et puis, il a rempli ce château de ses meilleures troupes, des soldats de la garde britannique, 2e et 3e régiment, Coldstream et écossais. Ils ont passé la nuit à côté, ils se sont levés le matin trempés et affamés, mais ils ont repris leurs forces. Et le matin de la bataille, ils ont occupé la ferme et ses jardins, ils ont ligné les murs et ils ont attendu l'attaque des Français. Cette attaque est la première grande attaque de la bataille, mais quand même une attaque très féroce. Et les Anglais ont dû trouver toutes ces forces, tout ce que la discipline leur avait appris pour repulser les Français. À un certain moment, une centaine de Français ont même franchi l'accord de la ferme. Un géant, la garde, a cassé la grande porte de la ferme et cette centaine sont entrés dans l'accord. Mais après un combat terrible, épouvantable, tous ces Français ont été tués par les Anglais, sauf pour un garçon tambour dont la vie a été épargnée. Pourquoi, soldats, pourquoi se lamente la ballade anglaise? Le château d'Hougoumont a brûlé. Il n'en reste que la chapelle où étaient entassés les blessés anglais qui ont péri dans les flammes. Pour Napoléon, Hougoumont ne devait être qu'une diversion, mais son jeune frère, Jérôme, s'est acharné inutilement toute la journée et a sacrifié une des meilleures divisions françaises, venue mourir au pied de ce Christ léché par les flammes. C'est le centre de l'armée anglaise que Napoléon voulait enfoncer avec son aile droite. Nous sommes ici sur la droite de l'armée française. Devant nous s'étale le corps de Drouet d'Erlon. Derrière, la cavalerie avec Milhaud, un peu plus loin le Fèvre des Nouettes. Mission, prendre Papelotte et la Haie-Sainte. Papelotte, c'est l'aile droite de Napoléon, c'est un point fort du dispositif de Wellington, c'est une ferme. La Haie-Sainte, c'est un des points très importants parce que c'est lui qui commande la route de Bruxelles. La troupe de Drouet d'Erlon est fraîche. Ils n'ont pas combattu. Victimes d'ordre et de contre-ordre, ils sont restés entre les deux champs de bataille, l'avant-veille, entre les quatre bras et lignées. Ils brûlent dans des coudres. Ils ne veulent pas qu'on les soupçonne de ne pas être plus courageux que les autres. Et ils se ruent sur l'attaque de ces deux fermes au début de la bataille. À 13h30 exactement, l'arme à la saignée du bras. 32 bataillons marchent à l'ennemi, au coude à coude, au pas cadencé, imperturbables sous le feu des 156 canons anglais. Deux régiments de cuirassiers appuient sur la droite l'attaque de l'infanterie française qui échoue devant la Haie-Sainte mais qui atteint le plateau où elle se heurte à la division du général Picton. Alors Wellington lance 2 brigades de cavalerie pour prendre les Français de flanc. Hurlant pas de quartier, les Scott Grey, les Écossais gris sabrent les bataillons français trop serrés, incapables de se défendre. Seule la brigade Bachelu réussit à former le carré. Le sergent Edwards s'empare de l'aigle du 45e de ligne. La mêlée est confuse. Le général Picton est tué. 8000 hommes jonchent déjà le sol. Et l'attaque française échoue au pied de Wellington, qui voit tomber plusieurs de ses officiers autour de lui. À 15h, l'homme des décisions héroïques, le maréchal Ney prend la tête de 2 régiments de cuirassiers et se lance à l'assaut. Alors toute la cavalerie est saisie d'une sorte de folie collective. Sans ordre, le reste des cuirassiers de Milhaud s'élance à sa suite. Puis la cavalerie légère de la garde, grisée par l'odeur de la poudre et le tonnerre des sabots. En les voyant charger, Napoléon furieux s'écrie « C'est une heure trop tôt, mais il faut soutenir ce qui est fait ».
et il envoie à contre-cœur les 8 régiments de Kellermann et la cavalerie lourde de la garde dans la Fournaise. 10 000 cavaliers, une mer d'acier sont engagés dans la bataille de façon improvisée. Pendant 2 heures, ils vont charger les lignes anglaises. Mais ils se heurtent aux 14 carrés anglais, disposés en échiquier sur 2 rangées. Ils chargeront jusqu'à 11 fois de suite. Mais les carrés anglais, véritables forteresses hérissées de baïonnettes, résistent malgré des pertes effroyables. La cavalerie s'empare de 6 drapeaux et de 60 canons, mais personne ne songe à les mettre hors d'usage. Elle traverse les carrés anglais, atteint les arrières jusqu'à la ferme du Mont-Saint-Jean, qui sert d'hôpital. C'est un ouragan. Un instant, la victoire est à portée de la main. Le front anglais est bouleversé, mais pour le percer, il faudrait que l'infanterie suive. L'infanterie, voulez-vous que je la prenne, s'écrie l'empereur, car il a de nouveaux soucis. Il attendait Grouchy et ses 33 000 hommes et c'est Blücher qui arrive sur le champ de bataille. Les Prussiens, qu'il croyait hors de combat, se sont défilés à travers bois et débouchent sur sa droite. 50 000 fantassins, 75 escadrons, 125 pièces de canon menacent maintenant de lui couper sa retraite en prenant le verrou de Plancenoit. L'armée a attaqué le village de Plancenoit. Il y a 2 essais non réussis. Il y a énormément de pertes. On pense presque un quart qui est resté sur le champ de bataille parce que le village fut farouchement défendu par les troupes françaises sous le commandement du général Aubeau, dont les troupes furent renforcées par la garde impériale elle-même. 30 000 Prussiens se ruent sur le village défendu par 8 000 Français, en hurlant eux aussi, pas de prisonniers. Ils l'emportent après 2 heures et demie de combats sauvages. C'est la revanche de la Prusse humiliée. Il est 8 heures. Le soleil tombe. La nuit va venir. La droite craque. Il est temps pour l'empereur d'enfoncer enfin cette route de Bruxelles vers laquelle il voulait aller coucher cette nuit. Tous les moyens ont été jetés dans la bataille. Tous, non, sauf un, la garde. La garde, il est encore là. Elle est encore là, sa garde, son dernier espoir. C'est fidèle d'entre les fidèles. Il va les prendre et c'est eux qui vont percer ce centre ennemi, ce centre qui tient depuis ce matin. Il rassemble ses bataillons de la moyenne et de la vieille garde et ils partent en direction de la butte du Lion. Ils avancent comme à la parade, l'arme au bras. Ils avancent, mais dans des conditions épouvantables. Pas de préparation d'artillerie. Ils vont droit au but. Toute la troupe qui la regarde passer reprend confiance. La garde est là. On a tellement l'habitude de voir que la garde gagne toujours, qu'on sent qu'un tournant est là. Cette bataille, on va peut-être la gagner ce soir. La garde avance. Elle avance, mais elle tombe sur des lignes qui n'ont pas été décimées comme on le croyait. Elle tombe sur des lignes de gens qui sont décidés à se battre, pendant que, chassée sur le côté, les prend par le travers, la garde est secouée, elle tombe sur 50 000 hommes, il y a 15 000 hommes, la garde recule. Et alors là, c'est ce mot terrible qui court à travers toutes les lignes françaises, la garde recule, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est les dieux sont morts de l'Antiquité, c'est la fin d'un monde, c'est quelque chose d'épouvantable, la garde recule, et alors, c'est la panique, c'est fini, on ne peut plus rien. Pire qu'une défaite, c'est la débandade. Seule la garde, formée en carré, choisit de mourir plutôt que de se rendre. Ils savaient tous que c'était la fin, le dernier acte. Le désastre s'est accompli, ainsi le veut la tragédie. C'est la fin du rêve, la fin d'une époque. Elle avait commencé au cri de liberté, égalité, fraternité, et s'est terminée par une aventure militaire qui a coûté 1 million de morts. Entre-temps, elle a bouleversé le monde, pour toujours. Napoléon lui aussi a fui,
Il est rentré à Paris, désemparé, foudroyé. On le presse d'agir, mais il n'est déjà plus là. Et maintenant, le voici revenu à Malmaison. La maison de son bonheur. La maison des souvenirs avec Joséphine. La maison aussi de ce début du consulat, où il avait été si heureux dans l'espoir d'une grande carrière pacifique et non pas d'une série d'aventures militaires. Il se retourne sur son passé sentimental pour un dernier adieu avant de quitter la France. Il sait que sa carrière politique est finie. Il n'y a plus d'empereur, plus de dieu de la guerre, plus d'organisateur génial, plus qu'un homme seul. Seul avec son passé et avec ses souvenirs. Celui de Joséphine, qui n'a cessé de le trahir et qu'il n'a cessé d'aimer. Joséphine qui a disparu depuis 1 an. Au cours d'une promenade en canot sur le lac de Saint-Cucufa, en compagnie du tsar victorieux, à qui elle faisait les honneurs de la Malmaison, elle a pris froid et elle est morte de congestion pulmonaire en 3 jours. Il passe une dernière heure, seul, dans la chambre de Joséphine, et il en ressort en pleurant. Tandis que la foule s'assemble aux grilles du château, il traverse à pied le parc au fond duquel l'attend une calèche. Et il part secrètement pour l'inconnu. Ce sera l'exil et Sainte-Hélène. Après avoir porté la couronne impériale de France et la couronne de fer d'Italie, il lui reste à coiffer la couronne du martyr. La plus grande, la plus glorieuse, écrira-t-il. Il a raison. Elle va le transfigurer. Cet admirateur du monde antique savait bien que la légende des héros malheureux hante la mémoire des peuples. La tragédie de Waterloo fera taire toutes les haines. Même ses ennemis seront fascinés par ce destin, comme Wellington, vieillissant, qui va installer un musée Napoléon dans sa propre maison à Londres et passer des heures en contemplation devant son buste. En Belgique aujourd'hui, Waterloo est à la fois le symbole de la libération pour les Flamands et celui du grand empire perdu pour les Wallons qui se déguisent le dimanche en grognards pour aller s'incliner devant le monument au dernier carré de la garde. Ainsi, tout peuple en Europe considérera Napoléon à la fois comme son tyran et son libérateur. Il finira par appartenir à tout le monde. Sa gloire sera universelle. Son destin fulgurant fera rêver tous les hommes, amis ou ennemis. Car une fois de plus, à Waterloo, la tragédie avait transformé l'histoire en légende.